Et pour démarrer cette émission, j'ai en connexion Vincent Champin. Bonjour Vincent. Vous êtes un dirigeant Bonjour. français spécialisé dans la transformation numérique et les systèmes d'information. Et vous êtes le président aussi de l'Observatoire du long terme, un think tank qui est dédié à l'analyse des questions économiques, technologiques, sociales et environnementales. Et vous avez présenté un rapport, manipulation et polarisation de l'opinion, réarmer la démocratie pour sortir du chaos. Vous l'avez présenté à l'Assemblée nationale. Alors, peut-être d'abord commencer par comment ce numérique est utilisé justement pour attaquer la démocratie. Alors, il est utilisé de plein de façons, directes et indirectes. Les premières façons, c'est le jeu naturel des algorithmes. Les algorithmes, ils vont favoriser des nouvelles qui sont choquantes, étonnantes, et ça, ça va plutôt tendre à favoriser les informations et la façon de présenter les informations qui vont créer des clivages dans la société. Et ça, évidemment, c'est une arme pour les personnes qui veulent mettre le bazar dans notre démocratie. Ensuite, il y a des actions directes. On voit, et il y en a un certain nombre qui sont décryptées dans le rapport, des opérations d'ingérence menées par des puissances étrangères et d'une façon un peu paradoxale. Si vous vous souvenez, en 2000, on pensait tous que le numérique allait apporter un grand vent de liberté sur la démocratie. En 2010, le printemps arabe, le numérique a permis de faire tomber des régimes autoritaires. Donc on se disait, ça y est, c'est gagné. Effectivement, le numérique va être un outil pour la démocratie. Et en fait, c'est après que les choses se sont mal engagées, puisque en fait, les régimes autoritaires ont appris à se servir du numérique pour verrouiller chez eux et s'en servir de façon offensive à l'extérieur. Et les démocraties libérales, pendant ce temps, elles n'ont pas bougé tant que ça. Et aujourd'hui, elles sont du coup des cibles assez faciles pour les ingérences qui utilisent le numérique. Et par rapport à des opérations, classiques, de créer des rumeurs, de faire de la désinformation qui nécessitait de recruter des agents qui étaient très coûteuses. Aujourd'hui, avec de l'IA ou en utilisant les bases arrières fournies par les groupes cybercriminels, on peut monter des opérations avec un succès extrêmement fort, avec des moyens très limités. Alors, vous l'avez dit, les choses se sont inversées. Alors, comment faire finalement? En tout cas, quelles sont les actions que vous proposez pour que les réseaux sociaux, le numérique, puissent redevenir finalement un levier démocratique? Alors, il y a 5 pistes. La première, c'est autour des algorithmes et de la régulation. Par exemple, la transparence, savoir comment fonctionnent les algorithmes. Permettre de faire du testing, c'est-à-dire permettre aux autorités d'avoir des informations claires sur, par exemple, qu'est-ce qui est présenté à un adolescent de 13 ans, qu'est-ce qui est présenté à un jeune qui a fait 3 recherches sur l'islamisme radical. Donc là, il y a aussi les choses qui sont autour du DSA, mais le DSA devra probablement être durci. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on observe et on écoute avec le DSA. Demain, il faudra être beaucoup plus prescriptif. Ensuite, il y a des mesures de police sur les ingérences, détecter les campagnes, faire des mesures d'action type contre-espionnage et aussi renforcer la transparence sur le financement et le ciblage. Les cas qu'on a eu notamment en Roumanie, ce qui a été critiqué, c'était qu'il y avait des biais dans la mise en avant de certains candidats qui en fait contrevenaient aux règles sur l'égalité des moyens dans une campagne et qui en France sont traduits notamment par des règles de financement de campagne qui permettent d'assurer que les candidats qui finissent en tête, ils ont à peu près les mêmes moyens d'information pour éviter qu'il y ait trop de biais l'un par rapport à l'autre. Ensuite, il y a des éléments sur l'information. Donc là, c'est l'open data. C'est permettre aussi à d'autres personnes que des autorités publiques de prendre les données brutes et d'expliquer ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que pendant le Covid, pour la désinformation sur les questions scientifiques liées à la vaccination, en fait, c'était plus efficace de donner l'accès aux données et de laisser des médiateurs qui étaient par exemple des TikTokers ou des blogueurs expliquer au grand public plutôt que de donner ce monopole à des administrations avec, dans certains cas, plus de difficultés à convaincre des gens tentés par le complotisme. Ensuite, l'éducation. Permettre aux gens, et notamment aux jeunes, de mieux comprendre comment on trie l'information, comment on la valide. C'est aussi ce à quoi contribue l'agence Viginum, qui régulièrement démontre des campagnes d'influence et explique ce qui s'est passé pour que les auditeurs puissent mieux trier l'information. Et le dernier point, et c'est le principal, c'est renforcer la démocratie. Je pourrais le détailler plus tard, mais aujourd'hui, d'une certaine façon, la démocratie va à cheval, alors que les trolls russes prennent les autoroutes de l'information. Et donc, le rêve qu'on avait en 2000, que le numérique serve positivement pour la démocratie,
il s'est assez peu réalisé. Et pendant ce temps-là, en fait, les méchants, eux, ont été beaucoup plus rapides à intégrer le numérique dans leur mode d'action. Alors, vous avez présenté, je disais, ce rapport devant l'Assemblée nationale. Il y avait notamment un député autour de la table. Comment vous avez ressenti l'accueil fait par les élus de la République? Alors, en fait, il y avait tous les groupes parlementaires. C'était la Commission des affaires étrangères. J'ai senti à la fois un grand intérêt pour le sujet, des questions sur la technologie, parce qu'il y a un certain nombre de points qui sont effectivement assez compliqués à réguler. Le type de régulation qu'on a sur les plateformes, c'est comparable au type de régulation qu'on a dans les marchés financiers. C'est-à-dire le régulateur doit atteindre des personnes qui ont beaucoup de moyens et qui ont une expertise qui est infiniment plus forte que celui qui veut les réguler. Et puis ensuite, au-delà de ça, évidemment, là, il y avait des modes d'action, des sensibilités différentes. Un groupe qui a exprimé par exemple le fait que pour lui la solution était dans la nationalisation des plateformes, d'autres au contraire qui sont très attachés au fait qu'on ne crée pas entre guillemets un ministère de la vérité, mais qu'on incite l'afflux de bonnes informations pour éviter qu'elles soient noyées par rapport aux mauvaises informations. J'allais dire que à partir du constat sur les propositions, à la fois des questions sur la technique et puis évidemment les clivages traditionnels qu'on peut avoir entre les différents groupes politiques. Eh ben, j'ai envie de dire, Vincent Champin, que c'est plutôt une bonne nouvelle si on commence à avoir des débats politiques entre les députés. Merci beaucoup pour vos éclairages. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire du long terme à l'œuvre sur ce rapport. Merci beaucoup.